Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur cette série de vidéos pour apprendre Figma en 2026 et passer de débutant à expert. Et si d'ailleurs tu maîtrises déjà Figma, n'hésite pas à regarder tout de même cette vidéo parce qu'il y a eu énormément de changements et je pense qu'il y a des petites choses que tu connais pas. Alors nous voici sur l'interface de Figma et la première chose à faire c'est de créer un premier espace de travail. Et pour ce faire, on va cliquer sur le bouton Create, Design. Et donc, un nouvel onglet s'est ajouté dans la barre des onglets juste ici. Donc, c'est un peu comme à l'image de Safari Google Chrome. Vous aurez toutes les pages qui sont ouvertes actuellement et vous pourrez en créer à l'aide du bouton plus ou alors en fermer avec l'icône croix. Et donc, la première chose à faire après avoir créé un nouveau projet, c'est de lui attribuer un nom. De base, il s'appelle Untitled, mais on va lui dire mon site Internet. Et on clique sur le bouton Entrée. Voilà, et donc automatiquement, ça s'est renommé également ici. Alors, ce qu'il faut comprendre sur Figma, c'est qu'il s'organise en 3 zones clés. La première zone, c'est la sidebar de gauche. Donc, c'est ici que vous pourrez modifier votre projet. Également accéder à toutes les pages que vous aurez créées à l'intérieur de votre projet. Et pour finir, vous aurez une liste déroulante qui correspond aux layers. Donc si par exemple j'ajoute un rectangle que je duplique plusieurs fois, vous pouvez voir qu'il s'ajoute automatiquement ici. Donc c'est un peu comme un historique de tous les calques que vous aurez ajoutés dans votre espace de travail. C'est un peu comme à l'image de Photoshop si vous connaissez. On a donc une barre des calques où vous pourrez très facilement gérer la position. Donc par exemple, on peut très bien mettre un élément par-dessus un autre. Si je fais ça comme ça. Également, on peut le renommer. Hop. Et on peut le supprimer en cliquant sur le bouton Delete de son clavier. Donc c'est vraiment un historique de tous les calques présents sur l'espace de travail. Et donc ensuite, bon, je viens juste de le présenter, on a l'espace de travail. Donc c'est à partir de celui-ci que vous allez créer des sites internet, créer des formes, importer des images. On peut zoomer, dézoomer, se déplacer. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de cet espace de travail, mais on y reviendra bien évidemment. Et pour finir, on aura la sidebar de droite qui correspond un peu à l'outil de conception de votre projet. On va pouvoir notamment modifier la couleur de fond de page, par exemple passer du noir au rouge. On va remettre la couleur par défaut qui est le 1E, 1E, 1E. En cliquant par exemple sur un layers comme ce rectangle, on accède à différentes propriétés comme la position, l'apparence, modifier l'opacité. On peut également modifier la couleur, ajouter un contour comme ceci, ajouter des effets, etc., etc. Il y a plein de choses à voir également sur cette sidebar. Donc voici globalement les 3 zones clés. Vous serez amené à les utiliser très régulièrement et vous allez voir, c'est très simple parce que ça sera tout le temps les mêmes choses. Alors je vais supprimer ces layers et on va commencer à décortiquer la sidebar de gauche. Alors cette zone correspond à l'édition de votre projet. Notamment, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait modifier le nom de son projet, mais également à l'aide de cette petite flèche, on va pouvoir ouvrir et accéder à différents onglets. On peut notamment le dupliquer, le renommer, le supprimer, donc Move to Trash. Mais également, ce qui est très important, et peu de personnes connaissent cet onglet, c'est on peut voir l'historique de son projet. Donc par exemple, si je clique dans Show version history, sur la droite, on va pouvoir revenir dans des versions intérieures. Si je clique par exemple sur celle-ci, qui correspond donc à 5h, donc 17h34, on va donc revenir lorsque j'avais créé donc ces différents layers. Donc si par exemple vous travaillez sur un gros projet où il y a beaucoup de designers et que malheureusement un designer fait n'importe quoi, vous pourrez accéder à cet onglet et restaurer une ancienne sauvegarde de votre projet. Donc c'est un gain de temps incroyable et ça vous permettra de ne pas tout refaire, juste de restaurer une ancienne version. Juste en bas, on aura accès à 2 onglets, notamment File et Assets. À partir de l'onglet File, on va pouvoir créer des pages, voir tous les layers et les assets. Ça va nous permettre de réutiliser des composants d'anciens projets sur ce projet. Alors je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est des composants. C'est vraiment hyper important sur Figma. Donc je pense que je vais dédier une vidéo pour ça. Alors si on revient sur File, on peut voir que par défaut, on a page 1 qui est créée. Alors cette page, on peut la renommer. Par exemple, on va la renommer UI. Comme ça, on peut même ajouter une petite icône comme celle-ci, donc la palette de couleurs, et on valide. On peut en créer une autre en cliquant sur le bouton plus, et je peux mettre par exemple charte graphique comme ceci, et on peut mettre l'icône de pinceau. Voilà. Vous pourrez en créer autant que vous souhaitez, c'est pas un souci, et pour en supprimer une, il suffira juste de faire clic droit, Delete Page. Alors à quoi ça sert concrètement de créer plusieurs pages? En fait, ça vous permettra de bien vous organiser sur votre projet web. Alors si je prends un exemple, un projet complet que j'ai envoyé à un client, on peut voir que sur la gauche, il y a différentes pages et ces différentes pages ont chacune une utilité. Notamment, on a la page icône, on retrouvera donc toutes les icônes présentes sur le site internet. Ensuite, on a la page couleur, typographie, les composants, la charte graphique que j'ai créée pour le client et ensuite donc les maquettes, donc avec les différentes propositions et également un dashboard que j'ai créé.
Donc c'est vraiment uniquement pour votre organisation que je vous conseille de dissocier chaque partie de votre projet, notamment la partie donc charte graphique et la partie UI. Voici un autre projet client, donc pareil, je crée les différentes pages. Alors ce que je vous montre, c'est mon organisation. Chaque designer a sa propre organisation, mais personnellement, c'est comme ça que je fais. Donc je regroupe les assets dans différentes pages, la partie UI dans différentes pages, mais également, là c'était un autre projet, j'ai créé différentes pages pour expliquer chaque composant. Donc si je clique par exemple sur le composant bouton, là je présente tous les boutons que j'ai créés avec les animations, pareil pour le slider, etc. etc. Donc j'ai créé une page unique pour expliquer chaque partie du site internet. Et notamment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a ces lignes horizontaux qui dissocient chaque partie importante du projet. Et pour ce faire, donc pour les créer, il suffit juste de créer une nouvelle page et de mettre 3 tirets. Et en cliquant sur le bouton Entrée, automatiquement, ça va créer une ligne horizontale. Donc c'est juste d'un point de vue visuel pour que ça soit plus agréable à lire. Et donc très important, mais ça paraît logique, chaque page aura son espace de travail dédié. Donc par exemple, si je vais dans la page UI, que j'ai créé un rectangle, et que ensuite je me rends sur la page charte graphique, on voit pas ce rectangle. Voilà, je préfère le préciser, mais c'est quand même très important de le savoir. Et pour finir, sur la sidebar de gauche, on a donc la barre de layers que j'ai déjà présenté juste avant. Et donc sur cette zone, on va retrouver un historique de tous les layers qu'on aura ajoutés dans l'espace de travail. Donc juste je représente très rapidement, je peux créer un rectangle, je peux également créer un texte comme ceci, et on va le retrouver juste ici. On peut également créer une ellipse, dessiner des formes à l'aide de l'outil pinceau, et donc au fur et à mesure, on peut les retrouver ici. On a également ce principe d'ordre, donc si par exemple je passe le rectangle par-dessus l'ellipse, il va passer par-dessus l'ellipse. Et si je prends l'ellipse et je le passe par-dessus le rectangle, il va passer par-dessus. Il y a également ce raccourci, donc si vous double-cliquez sur la forme, vous avez Bring to Front ou Send to Back, et si je clique sur Send to Back, automatiquement, il va se mettre tout en bas des layers. Voilà, donc on peut les renommer également. On peut supprimer à l'aide du bouton Delete du clavier. On peut également verrouiller ce layer. Donc si je clique dessus, on ne peut plus le sélectionner et on ne peut plus le déplacer. En fait, ça va le verrouiller dans l'espace de travail. Et donc pour le déverrouiller, on clique à nouveau sur le bouton cadenas et on peut donc cliquer dessus et faire des modifications. Et ensuite, en survolant donc le layer, on a accès également à l'outil œil. Et tout simplement, on va le masquer en cliquant dessus ou alors le réafficher en cliquant à nouveau sur le bouton œil. Et donc, lorsqu'on va le masquer, on ne peut plus également accéder au layer, donc à l'ellipse. Il faut obligatoirement le réafficher pour accéder et ensuite le modifier. Et dernière chose très intéressante sur la sidebar de gauche, c'est qu'on peut minimiser toute l'interface de Figma. Donc si je clique sur ce petit bouton, vous pouvez voir qu'on n'a plus accès à la sidebar de gauche et à la sidebar de droite. Et donc c'est tout simplement parfait pour présenter des projets à des clients, et donc pour le réactiver, on va recliquer sur cette icône. Voilà donc pour la sidebar de gauche, et maintenant on va attaquer à l'espace de travail de Figma. Donc je le rappelle, l'espace de travail, ça correspond à toute cette zone. Première chose, avant de commencer, je vous conseille d'enlever ces règles sur votre espace de travail, c'est pas très utile. Et pour ce faire, on va aller dans cet onglet, ensuite dans View, et on va désactiver Rulers. Alors la première chose qui va nous intéresser sur cet espace de travail, c'est la barre des onglets qui est située tout en bas de votre espace de travail. Et donc par défaut, vous aurez le curseur d'activer. Donc le curseur, ça permettra de sélectionner des éléments, de les déplacer, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu comme l'image de Photoshop. Ensuite, vous aurez accès à l'outil de main. Donc l'outil de main, ça permettra de se déplacer dans votre espace de travail. Et ensuite, on finit par l'outil Scale. Donc l'outil Scale qui est apparu juste à droite, ça permettra de scaler rapidement des éléments. Donc par exemple, là, j'ai sélectionné le rectangle rouge. Si là, je mets en x2, il va automatiquement donc se scale en x2. On peut également modifier en x0,25. Voilà, mettre également la valeur que vous souhaitez, x20, etc., etc. Ensuite, le deuxième onglet, c'est l'outil Frame. Alors, on peut également accéder avec le raccourci clavier F, et je vous conseille de mémoriser ce raccourci parce que vous serez amené à utiliser tout le temps des frames sur Figma. Donc, on clique sur le bouton F, le curseur se transforme en une sorte de croix, et donc on va pouvoir cliquer et drag la dimension de la frame qu'on souhaite. Alors concrètement, c'est quoi une frame? Alors ça a plusieurs utilités, notamment lorsque vous allez démarrer un projet. L'avantage d'une frame, alors je vais juste supprimer celle-ci, c'est qu'en cliquant donc sur l'outil frame, à droite, donc sur la sidebar de droite, vous aurez accès donc à différentes frames et donc différents formats. Notamment, on a le format iPhone, enfin le format téléphone, je veux dire, pardon, le format tablette, desktop, présentation. Donc à partir de celle-ci, on va pouvoir en un clic choisir par exemple le format iPhone 16 Plus. Et donc vous pourrez designer votre application ou votre site internet à partir donc d'un format iPhone 16 Plus. Et de même, si je reclique sur le bouton Frame, en format donc ordinateur, si je prends desktop et desktop, on va pouvoir créer une interface de site internet à partir d'un format donc ordinateur. Et donc ça, c'est très important parce que ça vous permettra d'avoir les bonnes dimensions pour designer des interfaces de site internet.
Ensuite, on va retrouver l'outil section. Donc, à quoi sert l'outil section? C'est pour votre organisation du projet. Donc, par exemple, si j'agrandis la dimension de la section, que je la renomme par exemple home page, on peut également changer donc la couleur, je la mets en noir. On peut cliquer sur la frame et la déposer dans la section. Et en fait, ici, vous pourrez mettre donc toutes les déclinaisons d'une home page. Ensuite, on peut donc dupliquer la section en cliquant sur le raccourci clavier commande D. On peut le retrouver ici. On peut supprimer donc ces deux frames et mettre par exemple home page version ordinateur. Donc là, pour faire bien, on va mettre version téléphone. Donc vraiment, c'est pour votre organisation. J'utilise ça régulièrement sur chaque projet, comme par exemple ce projet client. Donc ça, c'est un vrai projet client de configurateur 3D, où en fait, je l'ai renommé en reset. Et en fait, dans la section reset, j'ai mis toutes les déclinaisons des pages. Ensuite, on aura l'outil slice. Alors, c'est pas l'outil le plus utilisé sur Figma. Et pour comprendre ce que c'est tout simplement, on va définir une zone comme ceci. Et à partir de cette zone, on va pouvoir exporter une image. Donc par exemple là j'ai défini cette zone qui est encadrée en bleu. Dans cette zone il y a le rectangle gris et le cercle rouge. Et lorsque donc je vais exporter en cliquant ici dans export, donc on peut choisir en format PNG par exemple, comme ceci, donc export slice 1. On peut voir donc que ça a exporté toute la zone qu'on a délimitée en image. Donc c'est bien slice1.png. Personnellement je ne l'ai jamais utilisé parce qu'il y a un autre moyen d'exporter, mais en tout cas c'est toujours bon de le savoir. Le troisième onglet ça correspond donc à toutes les formes que vous pourrez ajouter de votre espace de travail, notamment dans la forme rectangle. Donc en cliquant sur le raccourci clavier R, on peut créer un rectangle. Pareil pour le cercle, donc c'est le raccourci clavier O. Pour les lignes, c'est le raccourci clavier L, tout simplement. Et on peut également créer des flèches. Et pour ce faire, c'est le raccourci clavier Shift L. Et donc, pareil, je peux cliquer et drag la dimension que je souhaite pour la flèche. Et on peut donc modifier sur la droite l'épaisseur. On peut modifier le design de la flèche, comme ceci, ajouter dans les extrémités deux designs différents, donc un design de flèche à gauche et un cercle à droite. Pareil pour les lignes, on peut modifier l'épaisseur, les couleurs, et de même pour le rectangle. Vous aurez également d'autres formes comme le polygone, donc pareil si je l'ajoute dans l'espace de travail. On peut modifier en cliquant ici et en accédant au petit cercle sur les extrémités, donc le radius, donc accentuer un effet arrondi ou non, ou également ajouter plusieurs côtés. On peut également le faire à partir d'ici et modifier le border radius à partir de là. On peut également faire une étoile et comme à l'image du polygone, on peut modifier le radius, modifier la profondeur et également en ajouter plus ou en ajouter moins. On peut également le faire ici tout simplement, modifier toutes les propriétés. Et pour finir, on peut également ajouter une image ou une vidéo et pour ce faire, on va cliquer ici, on va choisir l'image de son choix, on va pouvoir donc l'agrandir, ajouter un border radius ou non. Donc pour ce faire, on va cliquer sur les petits cercles présents dans chaque extrémité de l'image et on va drag vers le bas. On peut également donc changer la valeur juste ici. Donc dans l'onglet apparence, on peut mettre par exemple 10, on peut mettre 400, on peut mettre ce que vous souhaitez. On peut également modifier l'apparence de son image donc en cliquant sur l'onglet fil et vous aurez accès à différentes propriétés comme donc le contraste, saturation, les ombres, voilà, etc. Vous pourrez vous amuser comme vous le souhaitez. Et pour aller un peu plus loin, on peut également modifier donc l'apparence de l'image en cliquant sur le petit onglet ici. Par exemple, on va cropper l'image, donc on va réduire la zone, on va pouvoir la déplacer pour se centrer sur les yeux par exemple. On clique sur le bouton entrée pour valider, je vais juste remettre par défaut les valeurs. On peut également la fit, c'est-à-dire que l'image va se contenir dans le layer, ou également on peut la fill, donc c'est comme avant, elle va occuper toute la zone disponible du layer. Et pour finir, on peut la tile, c'est-à-dire on va pouvoir la répéter plusieurs fois. Par exemple, on peut changer cette valeur, mettre à 10, mettre à 100, mettre à 1%, et vous voyez, donc elle se répète énormément de fois. Ensuite, on a l'outil pinceau, donc en cliquant ici, comme sur Illustrator, on peut dessiner des formes, voilà. On peut donc modifier forcément le contour qu'on vient de dessiner, ajouter un fond. Donc je pense que ça peut être utile pour créer des logos, créer des icônes. Alors personnellement, je fais pas ça, c'est pas du tout mon métier, mais j'imagine que les designers qui font ça utilisent cet outil. Ensuite, on aura l'outil Pencil, donc comme à l'image de peine, on peut dessiner les formes que vous souhaitez, sauf qu'on est beaucoup plus libre dans la conception. Le cinquième onglet, c'est l'outil texte, donc raccourci clavier T. On clique dans l'espace de travail, ça ajoute un texte, et on peut également donc le déplacer, on peut modifier la typographie, par exemple on peut l'augmenter, ou la rétrécir, modifier l'apparence,
modifier la couleur, ajouter des strokes, etc., etc. On est vraiment très libre et c'est ça qui est génial avec Figma. Un autre onglet qui est très important, c'est l'onglet commentaires, donc raccourci clavier C. Et l'avantage des commentaires, c'est si par exemple vous envoyez un projet Figma à un client ou alors vous travaillez sur un gros projet avec beaucoup de designers, en fait vous pourrez déposer donc un commentaire dans la zone de votre choix. Donc par exemple, je vais mettre dans l'étoile et le client ou un designer peut mettre changer la couleur en rouge. On clique sur valider et donc vous recevrez une notification et vous pourrez suivre tous les commentaires des clients ou des personnes qui travaillent sur le projet. On peut donc en cliquant dessus l'ouvrir, mettre par exemple pas de souci, c'est fait. Donc là je réponds à la personne qui a envoyé le commentaire, je peux cliquer sur envoyer. Et une fois que c'est validé, on peut cliquer sur le petit bouton check et donc elle n'apparaîtra plus sur l'espace de travail. Mais par contre, petite subtilité, c'est que vous pourrez le faire réapparaître à tout moment. Donc si je clique dans l'onglet commande, sur la sidebar de droite, elle a changé, ce n'est plus la même. On peut cliquer sur le petit icône filtre et mettre show resolved comments. Et si on clique dessus, et donc les commentaires qui ont été résolus vont apparaître à nouveau. Et donc pour les faire disparaître, on clique à nouveau sur show resolved comments. On va également pouvoir retrouver l'outil annotation, donc ça nous permettra de documenter son projet web. Donc par exemple, si je clique sur cette forme, on va pouvoir ajouter donc plein de caractéristiques comme bordure rouge, bordure de pixels, faire attention au responsive, bon je mets un peu n'importe quoi, mais ça vous puissiez vous projeter. Et on clique sur le bouton donc entrée. Et donc à chaque fois je vais cliquer sur cette forme, on va voir donc les annotations qui vont apparaître. Donc à l'inverse des commentaires, en fait les commentaires ça permet d'échanger avec des clients ou des designers. Et les commentaires ça permet d'attribuer donc toutes les caractéristiques liées à une forme. Et ensuite, on aura l'outil de mesure qui nous permettra de calculer des dimensions, des espacements entre différents éléments. Donc par exemple, je prends ce rectangle, je sélectionne le côté droit, je drague vers le rectangle de droite, et donc on aura la dimension qui sépare les deux rectangles, qui est en l'occurrence 264 pixels. Et pour finir, on aura l'outil plugin, donc c'est très utilisé par les designers, ça vous permettra de gagner beaucoup de temps sur différentes tâches. Notamment, on a les plugins par défaut de Figma. Celui que j'utilise très régulièrement, c'est le Remove Background. Donc pour ce faire, on va ajouter une image et on va lui demander d'enlever tout le blanc autour. Donc on va sélectionner mon image, on va cliquer sur donc l'outil plugin et on a donc Remove Background. Et en cliquant dessus, il va automatiquement dissocier donc l'arrière-plan du premier plan et donc on n'aura plus le fond blanc. Il y a également énormément de plugins créés par la communauté, donc vous pourrez très facilement trouver votre bonheur. Et pour ce faire, il suffira de se rendre sur le site Figma Community. Ensuite, dans l'onglet plugins, là vous choisissez la catégorie que vous souhaitez, par exemple editing, et donc vous aurez accès à beaucoup de plugins. Et vous pourrez donc l'ajouter dans votre projet. Donc si je prends par exemple ce plugin, donc c'est le 3D Transformer. On va pouvoir donc modifier, vous voyez, rendre un peu l'image en 3D. Modifier donc l'axe des Z, des Y, on l'ajoute. Et donc, on peut la retrouver juste ici. Donc, pour des vues isométriques, vue 3D, vraiment, c'est parfait. Alors, dernière chose, on a également 3 onglets. On va pas s'y attarder sur cette vidéo. Le principal, c'est celui-ci, donc le design, c'est celui qui est sélectionné par défaut. Et les deux autres, je ferai des vidéos dédiées pour bien expliquer ça. Et pour finir, on aura la sidebar de droite, mais je pense que vous l'avez bien comprise parce que je l'ai utilisé plusieurs fois à travers la vidéo. Donc, si par exemple, je clique sur une forme, on va pouvoir premièrement modifier le X, donc la position X et la position Y, mais c'est beaucoup plus simple de le faire à partir de l'espace de travail. On peut la rotate, on peut également la rotate à 90 degrés par 90 degrés. On peut la flip, donc l'inverser, donc la flip en X, donc horizontalement ou verticalement. On peut modifier également ses dimensions, donc le width c'est la largeur et le h, donc height c'est la hauteur. On peut également faire quelque chose de proportionnel en cliquant sur le petit icône ici. Et donc lorsqu'on modifie le width, ça modifie le height également. Donc quand je modifie la largeur, ça modifie la hauteur en même temps. On va également retrouver l'onglet apparence où premièrement on va pouvoir hide la forme dans l'espace de travail. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la sidebar de gauche, ça a le même comportement. On va la rendre visible à nouveau. On peut également ajouter des effets. Donc si par exemple je mets l'image par-dessous et donc je clique sur la petite goutte d'eau, on peut la rendre donc darken, color burn plus lighter, c'est comme Photoshop si vous connaissez. Donc ajouter différents effets sur la forme. On peut également modifier l'opacité comme ceci. Ajouter un corner radius, donc c'est un effet arrondi sur les extrémités, juste ici. On peut modifier bien évidemment la couleur de fond, passer à du rouge, du vert. On peut également mettre un dégradé. Donc si on clique ici sur le petit icône gradient, on peut donc mettre un dégradé, donc par exemple du bleu au rouge, mettre le bleu plutôt en 10% d'opacité, le rouge en 100. On peut en ajouter autant qu'on souhaite, par exemple l'icône plus ici, pour créer un gradient joli. Donc je vais juste propasser tout à 100%.
et mettre par exemple du bleu foncé. Ici, on va mettre du, je sais pas, du vert. Bon, là, c'est pas beau, mais c'est pour vous comprendre la possibilité de pouvoir ajouter plusieurs couleurs dans un gradient. On peut le rendre donc linéaire, c'est par défaut, radial, angular ou en effet diamant. On peut également flip les couleurs. Donc, si je clique ici, on a passé donc les couleurs de droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Vous voyez, on peut flipper les couleurs. Et également, on va pouvoir rotate son aperçu. Donc, par exemple, avoir l'effet diamant plutôt vers la droite. Pareil pour linéaire, ça sera beaucoup plus explicite. Donc, le flip, au lieu que ça soit horizontal, ça sera vertical. On peut également ajouter un contour. Donc, si par exemple, je mets un stroke bleu, ou alors que je décide de mettre un linéaire gradient sur le stroke, donc passer du rouge au vert clair comme ça. On peut modifier son épaisseur de contour, comme ceci. Décider si le contour est au centre de la forme, donc par défaut c'est au centre, ou à l'intérieur de la forme, ou alors à l'extérieur. Et d'ailleurs ce qui est sympa, donc c'est comme à l'image du remplissage, c'est qu'on peut ajouter plusieurs strokes au sein de la forme. Donc par exemple pour le remplissage, on peut également ajouter par-dessus un fond noir. Je peux décider de le mettre à 100%, donc on le verra bien évidemment à 100%, ou alors le mettre à 40%. On peut le mettre finalement en dessous, donc là on le voit plus parce que là il est à 100% donc il est dominant, mais si je le passe à 20%, on verra un peu ce fond noir. Vous voyez, si je le passe en rouge, on verra ce rouge. Et on peut en ajouter pareil autant qu'on souhaite. Et donc c'est pareil pour les strokes, on peut ajouter plusieurs couleurs. Donc ça c'est plutôt utile pour les images. Si par exemple sur un site internet vous avez une image qui est trop claire, on peut ajouter par-dessus un fond noir. Un fond noir que vous allez mettre par exemple à 50%. Donc il sera beaucoup plus lisible et moins clair. Pour continuer, on peut modifier le contour. Donc par exemple, passer le contour en dashed, tout simplement. On peut modifier ses valeurs. Et vous avez également d'autres propriétés, donc vous pouvez vous amuser de votre côté très facilement. On peut également choisir le côté du stroke. Donc par exemple, on peut le mettre uniquement en top ou alors à gauche. Ou sinon, en cliquant sur Custom, on peut dire que à gauche c'est 14 pixels, en haut c'est 40 pixels, en bas c'est 0 et à droite c'est 20 pixels. Voilà, donc on peut également personnaliser les côtés de sa forme. Et petit détail, si on clique donc sur le petit bouton moins, ça va supprimer le stroke, pareil pour le remplissage. Et donc on rajoute en cliquant sur le petit bouton plus et pareil pour les strokes. Ensuite, on a l'onglet Effect. Donc Effect, pareil, c'est quand même très important. Suivant le design que vous souhaitez faire, on peut ajouter des effets. Donc par exemple, on a le Drop Shadow. Donc le Drop Shadow, ça permettra d'ajouter une ombre sur la forme. Alors par exemple, si je modifiais sa position Y et en X. On peut également modifier le blur, donc plus se fondre avec le fond. Également la diffusion, donc le spread, donc accentuer ou diminuer. Et on va pouvoir modifier donc la couleur, mettre une ombre rouge, verte, c'est comme vous souhaitez, et modifier donc l'opacité. Ensuite, on a le inner shadow, donc c'est à l'intérieur de la forme. On peut modifier pareil, donc le X, le Y, l'opacité. On a le layer blur, donc on va pouvoir blur le layer. Si je prends un exemple, l'image, que je clique sur Effect, dans Layer Blur et que j'accentue sa valeur, vous voyez, l'image va se blur au fur et à mesure. Donc on a le Uniform Blur, mais également le Progressive Blur, donc c'est comme un peu les gradients. On va pouvoir dire qu'en bas de l'image, on a un blur plus important qu'en haut. Donc vous voyez, Start 0% et End, on va mettre par exemple 100%. Ensuite, on a le Background Blur. Donc pareil, on peut modifier la valeur du background blur. Et là, en fait, il y a une grande subtilité, c'est que malgré le fait que je modifie la valeur, rien ne se passe. Et en fait, pour activer le background blur, il faut modifier l'opacité de remplissage du layer. Donc je vais passer par exemple à 40%. Et si je mets donc une image en dessous de ce rectangle, vous voyez donc que maintenant, il est complètement en blur. Si je prends un exemple concret de projet client que j'ai pu faire, c'est celui-ci. Donc en fait, j'ai créé un rectangle, j'ai attribué un background blur, j'ai bien baissé l'opacité, et donc on a cet effet d'immersion qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo d'ailleurs, avec cet effet donc de blur qui recouvre entièrement tout l'écran. Ensuite, on a le noise, donc en fait, ça va ajouter du bruit. Vous voyez, toutes ces petites particules, donc du bruit dans le rectangle. Je vais juste augmenter l'opacité pour mieux le voir, comme ceci. Et on peut modifier donc ces valeurs. Par exemple, passer plutôt à 10, donc le bruit est beaucoup plus grand. La densité, on peut également la diminuer ou l'agrandir et modifier donc la couleur du bruit. On peut la mettre donc par défaut c'est en mono, en duo, donc il y en a beaucoup plus, ou en multi, c'est à vous de voir, de tester de votre côté. Et pour finir, on a l'effet texture. Donc pareil, on peut modifier les différentes valeurs, notamment accentuer l'effet, baisser donc le radius de l'effet, ou également le mettre dans la forme. Vous pouvez voir maintenant qu'il est à l'intérieur. Et modifier ses valeurs, le radius, etc. C'est exactement pareil que les anciens effets. On joue tout le temps avec les valeurs de l'effet. Et le dernier onglet, c'est l'onglet Export. Donc on va pouvoir l'ouvrir en cliquant sur le petit bouton plus.
On peut choisir sa taille d'export, donc par défaut c'est en 1 fois. On peut très bien dire qu'on l'exporte en 2 fois pour une meilleure résolution. On peut choisir le format PNG, JPEG, SVG, PDF. Je vais mettre en PNG. On peut également donc aller un peu plus loin dans l'export en modifiant ses propriétés. Et on a accès à une preview de l'export pour être sûr de ce qu'on va exporter. Et ensuite, on peut donc exporter le rectangle en image. On peut également exporter plusieurs éléments en même temps. Donc si je clique sur le rectangle, puis je maintiens la touche Shift et l'image, donc on a bien les deux layers qui sont sélectionnés, on peut le voir ici, que je clique dans Export, que je choisis par exemple JPEG en x2, on a bien Export deux layers, et en cliquant dessus, donc les deux layers seront exportés et dissociés. Donc on aura une image pour cette image et une autre image pour le rectangle. Vous voyez, donc je les ai exportés, on retrouve bien donc l'image ici et le rectangle. Voilà donc pour la première vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions ou besoin d'aide, avec grand plaisir, je t'aiderai. Allez, à très vite et reste connecté.